Le 8 mai 1945, l'Allemagne capitule, la machine de guerre s'arrête. Mais qu'est-il arrivé aux opérateurs de cette machine? La Gestapo, la police d'État secrète d'Hitler, était présente à chaque coin de rue, écoutait chaque conversation à voix basse, répondait à chaque coup frappé tard dans la nuit. Avec 32 000 agents à travers le Reich et des dossiers sur 7 millions d'Allemands, elle a fait fonctionner une machine de terreur qui s'est effondrée avec la chute de Berlin. Où sont-ils allés? Ont-ils dû rendre des comptes? Ont-ils disparu dans une nouvelle vie? La réalité est plus effrayante qu'on ne pourrait l'imaginer. Si vous appréciez l'histoire authentifiée de la Seconde Guerre mondiale comme celle-ci, pensez à vous abonner, c'est le moyen le plus efficace de soutenir nos efforts. Veuillez également indiquer votre ville. Ce texte est basé sur des recherches et des faits tirés des archives du procès de Nuremberg et des documents des services de renseignement alliés. Revenons à l'histoire. La Gestapo n'était pas seulement des stormtroopers vêtus de cuir. Il était composé de commis, de dactylos et de gestionnaires de dossiers. D'hommes d'âge moyen qui traitaient les ordres d'expulsion aussi couramment que les demandes d'indemnisation des assurances, et de femmes qui cataloguaient les lettres de dénonciation. Heinrich Müller, connu sous le nom de Gestapo Müller, dirigeait l'ensemble du réseau depuis Berlin. Il disposait d'environ 4 millions de fiches conservées au sous-sol de la Prinz-Albrecht-Straße, une pour chaque suspect, informateur ou victime. Lorsque les soviétiques arrivèrent dans le bâtiment le 2 mai 1945, Müller et les fiches étaient introuvables. Les Alliés disposèrent de listes, l'opération Crocas, un registre central des criminels de guerre et des suspects de sécurité recherchés, contenant plus de 40 000 noms de responsables nazis. La moitié de ces noms provenaient de membres de la Gestapo. Cependant, les listes ne recensaient pas les personnes, ce sont les personnes qui les attrapent. Et la plupart des agents de la Gestapo ressemblaient à votre voisin parce qu'ils étaient votre voisin. Ils abandonnèrent leurs uniformes, brûlèrent leurs documents et rentrèrent chez eux à travers les décombres. Friedrich Panzinger, chef des renseignements extérieurs de la Gestapo, se contenta de changer de vêtements et trouva un emploi de charpentier en Bavière. Il travailla le bois pendant 2 ans avant d'être identifié. Il y avait 4 zones d'occupation, américaines, britanniques, françaises, soviétiques, chacune avec sa propre approche des chasseurs de nazis. Au départ, les soviétiques ont immédiatement agi avec force et se sont renseignés plus tard. Klaus Barbie, surnommé le boucher de Lyon, aurait été condamné à Moscou. Cependant, il s'est retrouvé sous la garde des Américains. Ils l'ont utilisé comme un atout. L'opération Paperclip ciblait les scientifiques nazis, tandis que l'opération Bloodstone se concentrait sur les espions nazis. Barbie possédait de précieuses connaissances sur les réseaux communistes en France, qui se sont avérés utiles lorsque la guerre froide a commencé à s'intensifier en 1946. Par conséquent, les Américains lui ont fourni de nouveaux documents, une nouvelle identité et un nouveau souffle. Il a continué à diriger des filières pour les criminels de guerre nazis jusqu'en 1951. Date à laquelle il a été déporté en Bolivie avec une pension de la CIA. Les Britanniques ont été systématiques. Ils ont traité d'anciens membres de la Gestapo dans des camps comme Bad Nendorf, Recklinghausen et Münsterlager, qui servaient de centre d'interrogatoire où d'anciens tortionnaires ont expérimenté leurs propres tactiques. Cependant, la Grande-Bretagne avait des problèmes plus urgents que la vengeance. Pénuries alimentaires, dommages causés par les bombardements et une économie en difficulté. Ils souhaitaient que l'Allemagne soit stable et productive plutôt que submergée par des procès pour crimes de guerre. C'est pourquoi ils ont jugé les délinquants les moins graves et permis aux plus graves d'échapper à la capture. Hans Globke, qui participa à la rédaction des lois raciales de Nuremberg privant les Juifs de leur citoyenneté, devint plus tard chef de cabinet du chancelier ouest-allemand Konrad Adenauer. Conscient du passé de Globke, Adenauer choisit de l'ignorer, car il avait besoin d'administrateurs compétents pour reconstruire l'État d'après-guerre. La nécessité de bureaucrates en démocratie prévalait et l'Allemagne en fournissait abondamment, même si certains avaient à gérer des ordres d'expulsion. François VI, connu pour avoir planifié l'assassinat d'intellectuels britanniques lors de l'opération Otari et dirigé les escadrons de la mort des Einsatzgruppen en Russie, fut condamné à 20 ans de prison à Nuremberg, mais n'en purgea que 4 avant sa libération en 1952. Il trouva ensuite un emploi dans une agence de publicité où il rédigea des supports marketing pour des cigarettes, malgré la notoriété de son sombre passé. L'entreprise appréciait son sens de l'éloquence. L'évêque Alois Sudal, résidant au séminaire autrichien de Rome, délivra de faux documents aux nazis en fuite, justifiant cette pratique par la charité chrétienne. Adolf Eichmann, le cerveau de l'Holocauste, passa 4 ans caché en Autriche avant d'être conduit en Argentine par le réseau de Udal. Joseph Mengele, le ange de la mort, suivit le même chemin. Il devint éleveur de bétail argentin et vécut sous son vrai nom, sans aucune ingérence. Personne n'était assez curieux pour enquêter. Si vous appréciez ce genre d'histoire approfondie de la Seconde Guerre mondiale, pensez à vous abonner. C'est le moyen le plus efficace de soutenir nos efforts. De plus,
Indiquez-nous depuis quelle ville vous écoutez. Ce récit est basé sur des recherches menées à partir des archives du procès de Nuremberg et des dossiers de renseignement des Alliés. Cependant, les procès de Nuremberg se concentraient principalement sur les grands criminels de guerre. Le procès principal comptait 24 accusés, avec 3 acquittements, 12 pendaisons et les autres peines de prison. Pourtant, Nuremberg était davantage un spectacle qu'une justice pour les caméras. Les véritables agents de la Gestapo étaient rempostés dans les commissariats de police et les bâtiments administratifs de toute l'Allemagne. Ces agents locaux connaissaient chaque communiste, chaque juif et chaque dissident de leur district. Ils n'ont pas créé de politique, ils ont simplement exécuté des ordres. Sous la loi alliée, obéir aux ordres n'était pas considéré comme un crime. La dénazification visait à purger la population allemande. Chaque Allemand adulte remplissait un questionnaire comportant 131 questions sur son affiliation au parti nazi, ses activités, ses convictions et une note de 1 à 5 indiquant la gravité des infractions. Cependant, avec environ 8 millions de membres du parti et un personnel allié limité pour les traiter, le système s'est effondré sous son propre poids. Des personnes ont falsifié des formulaires, des voisins ont témoigné pour leurs voisins et d'anciens nazis se sont portés garants les uns des autres, ce qui a permis à beaucoup de repartir à zéro. Wilhelm Haster était un officier de haut rang qui commandait les opérations de la Gestapo et du SD aux Pays-Bas. Il était responsable de l'organisation de la déportation de 107 000 juifs néerlandais, dont 75 000 périrent dans des camps. Après la guerre, les Pays-Bas demandèrent à son extradition. Cependant, les Américains retardèrent la procédure car Haster disposait de renseignements précieux sur les agents soviétiques en Europe occidentale. Il fut donc maintenu en détention confortable au centre d'interrogatoire d'Oberursel où il reçut une bonne nourriture et des livres à lire pendant 2 ans tout en répondant aux questions des services de renseignement américains. En 1948, il fut transféré aux Pays-Bas. Il purgea 6 ans sur une peine de 12 ans. On ignore où se trouve Heinrich Müller, chef de la Gestapo et agent de sécurité d'Hitler. Connu pour avoir orchestré la logistique de la solution finale, il fut vu pour la dernière fois dans le Führerbunker le 1er mai 1945. Certains affirment qu'il fut appréhendé par les soviétiques, d'autres affirment qu'il s'enfuit en Amérique du Sud. Quoi qu'il en soit, son corps ne fut jamais retrouvé, laissant sa tombe vide. Ce vide symbolise la responsabilité de la Gestapo. L'homme qui avait construit la machine de la terreur s'est volatilisé comme de la fumée. Cependant, certains agents furent traduits en justice. Adolf Eichmann vécut anonymement en Argentine jusqu'en 1960, date à laquelle des agents du Mossad israélien le capturèrent dans une rue de Buenos Aires. Ils le droguèrent et le transportèrent à Jérusalem pour y être jugé pour crime contre l'humanité. Le monde entier assista à la scène tandis que l'architecte du génocide, assis dans une cabine de verre, expliquait ses documents. Il fut exécuté en 1962 et ses cendres furent dispersées en mer pour éviter que sa tombe ne devienne un sanctuaire. Klaus Barbie fut finalement capturé. Des chasseurs de nazis français le retrouvèrent en Bolivie en 1971. 12 ans s'écoulèrent avant son extradition. Dryden Lyon, en 1987, 42 ans après la fin de la guerre. Condamné pour crime contre l'humanité, il purgea une peine de prison à perpétuité et mourut 4 ans plus tard en prison. La justice, bien que tardive, ne fut pas refusée. La majorité vieillit simplement. La veuve de Reinhard Heydrich résida en Bavière jusqu'en 1985, recevant une pension de veuve de guerre de l'État allemand sans être inquiétée. Le fils de Hans Frank devint avocat et écrivit des livres sur les atrocités de son père. Il qualifiait cela de réconciliation, un processus d'acceptation du passé. Une telle résolution pacifique était facile lorsqu'on n'était pas emprisonné. L'Allemagne de l'Est adopta une stratégie opposée. Le régime communiste exécuta un grand nombre de criminels de guerre nazis, organisant des procès-spectacles dans des tribunaux calqués sur le système soviétique. Les jugements et la justice rapide étaient la norme. Cependant, ils enrôlèrent également d'anciens agents de la Gestapo comme informateurs de la Stasi. Ernst Wollweber supervisa les services de renseignement étrangers de la Stasi. Il avait passé la guerre en exil soviétique, mais la moitié de ses agents étaient d'anciens nazis. Les compétences d'Inreplusinance transférables de la Gestapo à la police secrète facilitaient l'adaptation avec des méthodes identiques. L'Allemagne de l'Ouest se trouvait dans une situation délicate. Elle avait besoin de personnel spécialisé dans les forces de l'ordre et le renseignement. Elle a trouvé ce vivier de talents parmi les anciens nazis. Elle les a donc réembauchés. Friedrich Panzinger, ancien charpentier qui s'est caché pendant 2 ans, est devenu conseiller auprès du service fédéral de renseignement nouvellement créé. Son expérience à la Gestapo lui a été bénéfique plutôt que préjudiciable, car il comprenait les opérations de renseignement soviétiques grâce à ses 4 années de conflit avec elle. Les chasseurs de nazis ont poursuivi leur traque,
arrêtant des personnalités comme Eichmann et Barbie, ainsi que de nombreux individus de moindre importance. Peter Klarsfeld a publiquement réprimandé le chancelier Kurt Georg Kissinger pour son rôle de propagandiste nazi. Dans les années 1960 et 1970, les procureurs allemands ont ouvert des milliers d'enquêtes, mais la plupart ont abouti à des acquittements. Des témoins sont décédés, des preuves ont été détruites et les accusés ont soutenu qu'ils n'avaient fait qu'obéir aux ordres ou qu'ils ignoraient les atrocités. Prouver des crimes précis 4 décennies plus tard s'est avéré difficile en raison du manque de preuves. Franz Stangl a supervisé le camp d'extermination de Treblinka. En 1967, John Demjanjuk, ouvrier automobile d'origine ukrainienne, originaire de Cleveland, fut arrêté. Il vécut ouvertement à São Paulo pendant 19 ans après la guerre et travaillait dans une usine Volkswagen. La police brésilienne l'appréhendait grâce à des informations fournies par Wiesenthal, ce qui conduisit à son extradition vers l'Allemagne. Jugé pour meurtre de masse, il fut condamné à la réclusion à perpétuité, mais mourut d'une crise cardiaque le lendemain de sa condamnation en prison en 1971. Initialement, Demjanjuk devint tristement célèbre comme la figure la plus mal identifiée de la chasse aux nazis. Cependant, de nouvelles preuves révélèrent qu'il n'était pas Ivan le Terrible, le gardien de Treblinka pour lequel il avait été initialement condamné par Israël. Condamné à mort, il fut ensuite innocenté et libéré en 1993. Néanmoins, les procureurs allemands poursuivirent leurs poursuites, l'accusant d'avoir été gardien au camp de la mort de Sobibor pour d'autres chefs d'accusation. À 89 ans, Demjanjuk fut expulsé des États-Unis, jugé à Munich, de nouveau condamné et mourut avant la fin de son appel. Le délai de prescription s'est avéré être un outil puissant. En Allemagne, le délai légal de poursuite pour crime était de 20 ans, de 1945 à 1965. De nombreuses affaires ont été classées sans suite pour cause de prescription plutôt que pour manque de preuves. Le délai pour meurtre a été porté à 30 ans en 1969, mais a finalement été aboli en 1979, le rendant trop tard pour la plupart des accusés, leur âge étant dépassé. L'épilogue le plus sombre concernait les expériences médicales, notamment les études sur les jumeaux menées par Joseph Mengele à Auschwitz, qui ont produit des données utilisées par les chercheurs américains après la guerre sans en divulguer la source. Le nom de Mengele a été omis des citations, mais ses recherches sur la variation génétique des enfants des camps de concentration ont influencé les études sur le développement humain d'après-guerre. On peut y voir un blanchiment de la recherche nazie par le biais de la respectabilité universitaire. L'opération Bernhard consistait à contrefaire des livres sterling pour perturber l'économie de guerre, la Gestapo la gérant depuis le camp de concentration de Sachsenhausen en utilisant des prisonniers juifs comme faussaires qualifiés. Après la guerre, ces mêmes faussaires ont réorienté leur expertise vers la fabrication de faux documents pour les services de renseignement alliés. Ces techniques de tromperie se sont révélées utiles pour produire des documents clandestins destinés aux agents occidentaux opérant secrètement derrière le rideau de fer. Les victimes sont devenues un des atouts dans le jeu de l'espionnage de la guerre froide. Les procès de Nuremberg ont ouvert la voie à la justice internationale, mais ils ont aussi posé des limites. L'exécution des ordres ne mettait pas à l'abri des accusations de crimes de guerre, mais prouver l'intention spécifique des accusés restait difficile. La Gestapo représentait une entité criminelle. Ses membres étaient personnellement responsables de leurs actes. En principe et en pratique, la majorité a échappé à la justice. Le bilan final de la justice reste incomplet. Les historiens allemands estiment que moins de 5000 membres de la Gestapo ont subi des conséquences juridiques importantes, sur un effectif estimé à 32 000 agents, ce qui se traduit par un taux de poursuite inférieur à 16%. Les autres ont passé leur vie au lit, entourés de petits-enfants qui ignoraient leurs activités en temps de guerre. Peut-être était-il conscient, mais a-t-il préféré le secret à la honte ? François VI, cadre marketing, prit paisiblement sa retraite en 1975, sa pension et ses avantages assurés. Il publia ses mémoires, mais ometta ses années au sein des Einsatzgruppen. Il décéda à l'âge de 75 ans en 1975, de cause naturelle. Son agence de publicité lui offrit des fleurs à ses funérailles, mais son service militaire ne fut pas mentionné dans sa nécrologie. Les dossiers de la Gestapo survécurent à nombre de ses agents. Capturés par les forces alliées, ils sont conservés dans des archives réparties dans 4 pays. Les chercheurs continuent de déterrer des preuves dans ces documents, détaillant les atrocités individuelles et la barbarie systémique. La bureaucratie du terrorisme tenait des registres minutieux. Chaque arrestation, interrogatoire et déportation était méticuleusement documentée. Cependant, la piste ne mène qu'à des informations et non à la justice pour les responsables. En 1998, des enquêteurs allemands découvrirent près de Berlin un charnier contenant 43 corps en uniforme de la Gestapo. Ces individus
ont été exécutés par les troupes soviétiques en mai 1945. Seuls les agents de la Gestapo furent immédiatement punis. Ceux tués dans les rues de Berlin après sa chute, sujets à une exécution sommaire sans procès. Il ne s'agissait pas d'une justice légale, mais d'une justice de guerre, censée se conclure par la cessation des hostilités et le début d'une véritable réconciliation. Or, cette réconciliation devint une victime de la guerre froide. Les deux camps avaient davantage besoin des anciens nazis que de la justice pour leurs victimes. Les Américains mobilisèrent des agents de renseignement, les Soviétiques recrutèrent des agents et des informateurs, tandis que les Britanniques et les Français se concentrèrent sur la reconstruction de l'Europe. L'Allemagne de l'Ouest assimila les anciens nazis à ses institutions démocratiques, tandis que l'Allemagne de l'Est en exécuta certains et en employa d'autres. La justice devint un calcul politique plutôt qu'une obligation morale. Werner Best symbolisa la banalité bureaucratique de la malveillance de la Gestapo. En tant que juriste ayant rédigé des lois, privant les Juifs de leurs droits civiques, et en tant que gouverneur du Danemark occupé, qui ordonna les déportations après la guerre, ouvrant ensuite un cabinet d'avocats à Cologne. Il a représenté des entreprises allemandes contre des demandes de réparation de la Seconde Guerre mondiale. Sa maîtrise du droit racial nazi s'est avérée précieuse pour les entreprises impliquées dans des litiges impliquant des survivants de l'Holocauste et il a pratiqué des honoraires élevés tout en remportant la plupart des procès. Il s'est éteint paisiblement en 1989 à l'âge de 45 ans. L'organisation Gehlen est devenue le service de renseignement de l'Allemagne de l'Ouest. Reinhard Gehlen dirigeait les services de renseignement de la Wehrmacht sur le front de l'Est, possédant une connaissance approfondie de chaque agent soviétique, réseau communiste et cellules de résistance, de Varsovie à Moscou. Au début de la guerre froide, les autorités américaines ont reconnu l'importance cruciale de ces renseignements et ont financé l'opération de Gehlen à hauteur de 4 millions de dollars et garanti l'immunité à son personnel. Environ la moitié de ces agents étaient d'anciens membres de la SSI ou de la Gestapo, conservant leurs liens, leur réseau d'informateurs et leurs méthodes d'interrogatoire nazis. Une organisation unique sous une nouvelle bannière. Rudolf Diels a fondé la Gestapo en 1933. Protégé de Göring qui a développé l'infrastructure de la terreur nazie, il a survécu à la guerre en jouant sur plusieurs camps et a travaillé brièvement pour les services de renseignement alliés. En 1950, il occupa un poste de directeur de zones industrielles en Basse-Saxe après la Seconde Guerre mondiale. Il rédigea ses mémoires, intitulées Lucifer aux portes, où il se présentait comme un collaborateur involontaire luttant contre le fanatisme nazi. Le livre connut un franc succès auprès des éditeurs et resta pendant des mois en tête des ventes. Son récit d'un nazi repenti attira l'attention. Malgré le procès de nombreux responsables de la Gestapo à Nuremberg, seuls 2 furent exécutés. Les autres virent leur peine commuée lors des échanges de prisonniers de la guerre froide. Otto Ollendorf, commandant de l'Einsatzgruppe D en Ukraine, fut responsable d'environ 90 000 meurtres et fut pendu en 1951, faisant de lui l'un des derniers criminels de guerre nazis à encourir la peine capitale. L'Argentine servit de refuge aux nazis en fuite, le président Juan Perón accueillant des réfugiés européens possédant des compétences techniques sans s'intéresser à leurs antécédents militaires. Alois Brunner a orchestré des déportations depuis la France, la Grèce et la Slovaquie. 128 000 juifs furent envoyés dans des camps de la mort. Il s'échappa à Damas en 1954 avec des documents syriens et travailla comme conseiller auprès des services de renseignement syriens pendant 40 ans. En 1961, il perdit un œil dans une lettre piégée. Et en 1980, 4 doigts à cause d'une autre bombe. Le Mossad ne l'oublia jamais et il mourut à Damas en 2001 sans avoir été jugé. Les filières du Vatican ne se limitaient pas aux criminels de guerre. L'opération Bernard produisit d'authentiques billets de livres sterling britanniques grâce aux prisonniers juifs de Sachsenhausen. Après la guerre, ces plaques de contrefaçon tombèrent entre les mains du Vatican et servirent à financer les évasions des fugitifs nazis. La fausse monnaie britannique permit un véritable passage vers l'Amérique du Sud. La Banque d'Angleterre n'a jamais réussi à remonter la piste de la fausse monnaie jusqu'aux presses à imprimer des camps de concentration. Heinrich Beer était membre des escadrons de la mort de Silbertown, responsable de l'assassinat de résistants néerlandais dans les Pays-Bas occupés, 3 meurtres documentés. Il a fui l'Allemagne après la Libération et a travaillé dans le bâtiment pendant 40 ans. Les procureurs néerlandais l'ont finalement retrouvé en 2008. Un homme de 88 ans fut accusé de crimes de guerre, reconnu coupable et condamné à la réclusion à perpétuité. Il mourut 2 ans plus tard en prison, une justice retardée de 6 décennies étant enfin rendue. Le programme Lebensborn vit naître des milliers d'enfants conçus par des officiers SS avec des femmes aryennes. Après la guerre, ces enfants furent victimes de discrimination et de rejet. En revanche, leur père, membre de la Gestapo,
échappèrent largement à toute responsabilité. Des membres du personnel d'Heinrich Himmler, dont de nombreux administrateurs de la Gestapo qui délivraient des certificats de pureté raciale et supervisaient des adoptions forcées, disparurent dans l'Allemagne d'après-guerre. Ils trouvèrent des emplois comme fonctionnaires, enseignants et gérants de magasins. Leurs enfants grandirent sans savoir que leur père était impliqué dans le vol de bébés dans les territoires occupés. Le corps de contre-espionnage américain gérait des refuges pour les biens nazis de valeur. Un domaine royal, près de Francfort, fut transformé en hôtel de luxe pour d'anciens officiers de la Gestapo, précieux pour le renseignement stratégique. Ils résidèrent dans des casernes chauffées, bénéficièrent de 3 repas quotidiens, et avaient accès à des bibliothèques et à des installations de loisirs. Klaus Barbie vécut confortablement après la guerre, informant les responsables américains sur les réseaux communistes et contribuant aux efforts de la CIA contre les agents soviétiques en Europe occidentale. L'album de Mauthausen contenait des photos détaillant les tactiques d'exécution de la Gestapo. Des soldats américains découvrirent ces images en mai 1945, témoignant d'un assassinat systématique et généralisé. Paul Ricken, technicien criminel de la Gestapo, documenta les techniques de torture à des fins d'entraînement pendant la guerre et trouva plus tard du travail auprès de la police de Hambourg, photographiant les scènes de crime, utilisant les mêmes compétences à des fins différentes. Son lien avec les photographies des camps de concentration resta inconnu pendant 20 ans. Pendant ce temps, Franz Stangl dirigea l'opération Reinhard de Treblinka, qui traita 870 000 juifs en seulement 13 mois. Malgré son commandement, de nombreux personnels allemands géraient les opérations quotidiennes et, après la guerre, de nombreux Allemands s'enfuirent en Amérique du Sud par des voies facilitées par l'Église. Pendant 3 décennies, Gustav Wagner, officier nazi de haut rang, résida au Brésil et travailla dans un atelier de métallurgie. Bien que les autorités brésiliennes eussent connu sa véritable identité, son extradition fut refusée. Wagner se suicida en 1980, apparemment d'une balle dans la tête, la veille de l'arrivée des procureurs allemands pour l'appréhender. La génération issue des jeunesses hitlériennes posa des défis inattendus aux chasseurs de nazis. Les garçons qui rejoignirent les groupes paramilitaires à 14 ans devinrent des auxiliaires de la Gestapo à la fin de la guerre, techniquement adultes et juridiquement responsables de crimes de guerre, mais pratiquement mineurs lorsqu'ils perpétrèrent des atrocités. Les tribunaux alliés se débattirent pour poursuivre les gardiens adolescents des camps de concentration et les membres des pelotons d'exécution. La plupart reçurent des peines clémentes ou furent placés en détention pour mineurs. Après la guerre, de nombreux anciens jeunesses hitlériennes s'intégrèrent sans difficulté à la société, occupant des postes de médecins, d'avocats, de politiciens et de chefs d'entreprise. Leurs actions, pendant la guerre, furent dissimulées au sein de leur famille. L'affaire Wilhelm Haster a révélé des lacunes systémiques dans la justice alliée. 80% des victimes de l'Holocauste en Europe occidentale étaient des juifs néerlandais, soit un taux de mortalité supérieur à celui de la Pologne ou de la Hongrie. L'organisation d'une telle efficacité provenait du siège de Haster à Amsterdam. Après 6 ans passés dans une prison néerlandaise, il trouva un emploi dans la fonction publique bavaroise où il s'occupa des demandes d'asile, une ironie crue compte tenu de son rôle passé dans la déportation des Juifs. L'homme, qui avait autrefois décidé du sort des Juifs, déterminait désormais quelle personne déplacée méritait un permis de séjour en Allemagne. Indéniablement, l'absurdité échappait à tout le monde. Les procès des Einsatzgruppen à Nuremberg visaient les unités mobiles d'extermination responsables du massacre de plus d'1 million de civils soviétiques. Ces procès visaient principalement les commandants plutôt que les fantassins. L'Oberführer SS Otto Ohlendorf fut exécuté par pendaison. Ses chauffeurs, opérateurs radio, employés et gardes rentrèrent tous chez eux, dispersés dans l'Allemagne d'après-guerre, chargés d'un terrible savoir. Certains s'effondrèrent sous le poids de la culpabilité. D'autres se vantèrent dans les brasseries, tandis que la plupart gardèrent le silence, élevant leur famille. L'opération Paperclip a permis d'enlever des scientifiques nazis, mais l'opération Bloodstone a recruté du personnel de renseignement. La CIA recherchait des agents disposant de ressources sur les territoires soviétiques. D'anciens agents de la Gestapo possédaient des compétences linguistiques, des relations et une expérience opérationnelle en Europe de l'Est. Ils connaissaient les hiérarchies du Parti communiste, les groupes de résistance et les tactiques policières, des qualifications idéales pour les opérations secrètes de la guerre froide. L'agence ignorait les crimes de guerre pour privilégier l'efficacité opérationnelle. La démocratie imposait des actions douteuses. François VI a mené une carrière de 23 ans dans la publicité. Son compte Porsche est devenu emblématique du marketing allemand. Sick excellait en psychologie du consommateur grâce à ses études du comportement humain dans des environnements plus opaques. Son expérience comprenait la guerre psychologique et les opérations de propagande, spécialité des Einsatzgruppen. Ses compétences ont facilement évolué vers la publicité commerciale.
Il a pris sa retraite riche et estimée. Ses pairs du secteur connaissaient son passé, son histoire ancienne leur importait peu. Le centre de documentation Wiesenthal a identifié 1131 criminels de guerre nazie entre 1945 et 2005, une infime fraction comparée au nombre total de ceux qui ont échappé à la justice. Pendant un demi-siècle, Simon Wiesenthal a traqué les réfractaires à la justice. Son credo, la justice et non le châtiment. Cependant, la justice exigeait que les nations soient prêtes à juger des délinquants âgés pour des délits archaïques. La plupart des gouvernements privilégiant la stabilité à la responsabilité. Les procès pour crimes de guerre menaçaient les relations internationales et la politique intérieure. Les dossiers de la Stasi est-allemande révélaient un recrutement important d'anciens membres de la Gestapo. Les services de renseignement communistes recherchaient des agents expérimentés, maîtrisant les services de sécurité occidentaux. Les anciens agents nazis possédaient une connaissance précieuse des protocoles de renseignement alliés. Ils se targuaient également d'une expertise en surveillance, interrogatoire et gestion des archives. Les supports de formation de la Stasi s'appuyaient largement sur les stratégies opérationnelles de la Gestapo, quoique avec des connotations socialistes. Hans Globke rédigea des commentaires juridiques sur les lois raciales nazies que les juges appliquaient aux affaires de confiscation de biens juifs. Ces travaux universitaires conférèrent une crédibilité académique au pillage systématique. Après la guerre, le chancelier Adenauer nomma Globke chef d'état-major. Adenauer justifia cette nomination en affirmant que l'Allemagne avait besoin d'administrateurs expérimentés pour défendre la démocratie, indépendamment de leur rôle passé dans l'administration du génocide. La déportation d'enfants fut la manifestation la plus odieuse de la compétence de la Gestapo. Adolf Eichmann orchestra les déportations d'enfants juifs de France, des Pays-Bas et de Belgique. 12 000 mineurs de moins de 16 ans furent envoyés à Auschwitz, dont aucun ne survécut. Pendant les 15 ans qui suivirent la guerre, Eichmann vécut anonymement en Argentine, travaillant sous son vrai nom dans une usine Mercedes-Benz. Les autorités argentines reconnurent son identité, tandis que le constructeur automobile allemand connaissait ses antécédents. Cependant, aucune mesure adéquate ne fut prise jusqu'à son arrestation par des agents israéliens en 1960. Les poursuites pour crimes de guerre atteignirent leur apogée dans les années 1960, mais déclinèrent rapidement. Les tribunaux allemands traitèrent de plus de 6000 affaires et condamnèrent moins de 700 accusés. La plupart furent condamnés à des peines de prison minimale ou à des peines avec sursis. Il était difficile d'établir la responsabilité individuelle au sein d'organisations criminelles à visée collective, comme l'ont observé les juges. Bien que la jurisprudence de Nuremberg ait mis en évidence la responsabilité pour avoir suivi les ordres, les systèmes juridiques offraient d'eux souvent une meilleure protection aux anciens nazis qu'aux défenseurs des survivants. Les expériences médicales et les évaluations médicales menées dans les camps de concentration ont fourni des données que les chercheurs alliés ont exploitées après la guerre. Les recherches sur l'hyperthermie menées sur des prisonniers à Dachau ont largement contribué aux études de survie militaire. Le Pentagone a classifié les données médicales nazies, mais a utilisé leurs résultats dans ses programmes de formation des pilotes. Les recherches de Mengele sur des jumeaux à Auschwitz ont eu un impact sur les études de génétique menées après la guerre dans les universités américaines. Les scientifiques ont omis les sources allemandes des articles publiés tout en conservant les données. Rudolf Hess commandait Auschwitz et supervisait le massacre de plus d'1 million de juifs. Il a été capturé par les troupes britanniques en mars 1946, jugé et exécuté par les autorités polonaises à Auschwitz en avril 1947. Un dirigeant de longue date du camp d'Auschwitz est rapidement jugé. Pourtant, plus de 200 gardes et administrateurs ont échappé aux poursuites après la guerre, se dispersant à travers l'Europe, gardant le souvenir des massacres industrialisés. Certains étaient hantés par des cauchemars, d'autres trouvaient réconfort dans un sommeil paisible. Les procès médicaux de Nuremberg ont vu l'inculpation de 23 médecins ayant mené des expériences sur les détenus du camp. 7 ont été condamnés à mort, 9 à des peines de prison et 7 ont été acquittés. Cependant, des centaines d'autres médecins allemands ont joué un rôle dans les atrocités médicales nazies, notamment ceux qui ont choisi les victimes pour les chambres à gaz, conçu des programmes de stérilisation et mené des recherches macabres sur des prisonniers exécutés. Nombre d'entre eux ont réussi à échapper à la justice et ont poursuivi leur carrière médicale dans l'Allemagne d'après-guerre. Le nombre exact de victimes reste controversé, les estimations suggérant qu'entre 100 000 et 200 000 Allemands ont directement contribué aux exécutions de la Shoah. La majorité des auteurs de ces crimes, tels que les agents de la Gestapo, les gardes SS, les auxiliaires de police, les fonctionnaires, les cheminots et les administrateurs de camps, n'ont subi aucune sanction judiciaire suite à leur implication dans le crime le plus odieux de l'histoire.
Ils ont fondé une famille, fait carrière, perçu des pensions et mené une vie ordinaire après la guerre. Le secrétaire d'État du Vatican, Giovanni Montini, qui deviendra plus tard le pape Paul VI, a autorisé les opérations de Rat-Line, filière de rats, qui ont facilité la fuite des criminels de guerre nazie vers l'Amérique du Sud. Les responsables de l'Église ont justifié leurs actions en affirmant qu'ils offraient une aide chrétienne aux réfugiés fuyant l'oppression communiste. Cependant, parmi les bénéficiaires de ces filières figuraient Adolf Eichmann, Joseph Mengele, Klaus Barbie et Alois Brunner. Le Vatican savait parfaitement qui ils aidaient et pourquoi ces hommes avaient besoin de nouvelles identités. Aujourd'hui, les descendants d'agents de la Gestapo mènent une vie ordinaire en Allemagne. Leurs histoires familiales restent cachées dans les archives gouvernementales et le secret familial. Aucun mémorial ne rend hommage aux victimes de la terreur de la Gestapo. Aucune institution ne conserve leur lieu d'interrogatoire. 1987 marqua la transformation de la Prinz Albrecht Straße 8, passant d'un terrain vague à un parking puis à un mémorial. Pourtant, 42 ans s'étaient écoulés avant que ce souvenir ne trouve un écho auprès de ceux qui se souvenaient des cris terrifiants du sous-sol. En 1995, les archives russes révélèrent les archives personnelles d'Heinrich Müller. Le dossier ne comptait que 2 pages. Nom, grade, dernier lieu connu. Aucun certificat de décès, aucune inscription de sépulture, aucun décompte définitif ne furent retrouvés. L'architecte des infrastructures de l'Holocauste disparut aussi complètement que ses victimes. En 2009, des ouvriers du bâtiment rénovant un immeuble de bureaux berlinois découvrirent un squelette au sous-sol. Il s'agissait d'un homme d'âge moyen blessé par balle à la tête. Le bâtiment se trouvait à l'emplacement de l'ancien siège de la Gestapo. Les tests ADN se révélèrent peu concluants. Les restes pouvaient appartenir à n'importe qui.